Bonjour. La violence basée sur le genre ne connaît pas de frontières, qu'elle soit économique, sociale ou géographique. Bien que la violence basée sur le genre mette en péril la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie de ses victimes, elle reste entourée d'une culture de silence. Elle a parfois des conséquences graves sur la santé sexuelle et reproductive des victimes, grossesse forcée et non désirée, avortement dangereux, fistules traumatiques, infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, etc., allant même jusqu'à leur décès. La violence basée sur le genre, c'est le thème dont il sera question dans les minutes à venir dans cette émission L'heure du droit qui reçoit Edo Kwasi. Bonjour Monsieur Edo. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est un honneur. Allez, il sera accompagné du docteur Darlene Irène, habitué des plateaux de Radio Dina. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci de venir quand même nous parler de cette violence basée sur le genre. C'est un plaisir. Oui, nous baptêmes de feu, ça sera avec Aidé Massin et l'homme, également de l'AGPEF, Alliance Globale pour la promotion de l'enfant et de la femme. Bonjour, Madame Massin. Bonjour. Présentation, Elie Atiko, l'heure du droit. Pour ce numéro, c'est parti comme ça, nous parlons des violences basées sur le genre. Quand on parle de violences basées sur le genre, Madame Massin, je commence par vous. Qu'est-ce que l'on doit entendre par là? Tout d'abord, je tiens à remercier M. Elie et toute son équipe. Merci. Quand on parle du coup de violence, on peut dire que c'est tout acte qu'on fait à l'endroit de quelqu'un contre son gré. Donc là, on parle de violence. Quand on parle de violence basée sur le genre, on peut élargir ça. Si quelqu'un est handicapé maintenant, et la violence exercée envers cette personne, ça peut être parce que la personne là est handicapée qu'on le fait ça. Soit une personne âgée, on peut l'insulter ou bien on peut maîtriser cette personne là parce que elle est une personne âgée. Voilà. Merci. D'accord. Docteur Darlin ou encore Edo, vous partagez cette explication de Madame Massin? Docteur Darlin. Ok, je crois qu'elle a dit l'essentiel. Et elle est partie de la définition de la violence d'abord. La violence est tout acte exercé à l'endroit d'autrui et qui fait mal à autrui. Et maintenant, si nous parlons de violence basée sur le genre, c'est cette violence qui est exercée sur une personne à cause de son sexe. Et aujourd'hui, nous savons que le genre est élargi aux couches vulnérables. Ce n'est pas une question de sexe uniquement actuellement quand on parle de genre. Il y a les personnes handicapées, comme elle vient de le dire, les personnes âgées, les enfants, les femmes, les malades, les personnes vivant avec le VIH-Sida et autres couches encore. Et donc, les violences basées sur le genre, ce sont des violences exercées à l'endroit de ces couches vulnérables. Mais n'oublions pas de mettre l'accent sur le sexe, puisqu'il y a ces violences-là qui sont enregistrées, surtout quand la personne est de sexe féminin. Et c'est vrai, il y a des violences envers les personnes de sexe masculin, mais pour les violences envers les personnes de sexe féminin prédominent, existent et augmentent avec les contextes. Surtout aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire où nous avons eu à rencontrer ces cas de violence. Et justement, nous allons revenir beaucoup plus en détail sur les violences basées sur le genre en moment de crise sanitaire ou de crise humanitaire. Alors, Monsieur Do, quand on regarde ces violences basées sur le genre, vous qui êtes sur le terrain, comment est-ce que ces violences s'exercent souvent? Est-ce qu'il suffit simplement peut-être de taper ou il existe d'autres sortes de violences basées sur le genre que vous constatez? Merci beaucoup, Monsieur Elie. Et durant cette période, nous sommes encore dans la crise sanitaire liée au Covid. Et la majorité des violences, on peut le classer en
en 3 grands volets. Et vous avez parlé du premier volet qui est la violence physique qu'on peut exercer sur les gens, toutes les couches vulnérables tel que le docteur Irène vient de le dire. Mais aussi à côté de ça, le second volet, il y a le volet psychologique de la violence. Dans ce cas, dans ce contexte-là, il peut s'agir des humiliations, il peut s'agir des insultes qui affectent la personnalité interne de la personne qui subit cela. À côté de ça, il y a les violences économiques. Vous voyez que durant la crise, les activités que les femmes, les gens menaient, toutes ces activités-là ont subi des restrictions liées au Covid. Donc, les revenus que percevaient ces femmes ou ces hommes ont été bloqués et donc c'est difficilement pour ces personnes-là de joindre les deux bouts. Donc, c'est un genre de violence qui a aussi agi sur eux. Et quand on parle de revenus, beaucoup de gens vivent de ça à la maison. Ils achètent les vivres, ils achètent ça. Et quand à la maison, vous avez des enfants à nourrir et que vous n'avez pas de quoi à payer ces vivres-là, c'est un genre de violence qui agit sur la personne physiquement et émotionnellement, psychologiquement. Docteur Diarlin, je vous retrouve tout de suite. Votre collègue évoquait cette violence basée sur la pandémie, la crise. Alors, on sait que pendant ce moment, les violences se sont accrues. C'est dû à quoi? Merci. Nous n'allons pas dire violence basée sur la pandémie, mais nous allons plutôt dire violence basée sur le genre accrue durant la crise sanitaire. Puisque la crise a occasionné, c'est-à-dire a accentué ces violences, puisque ces violences existaient. Maintenant, c'est la crise qui a aggravé des situations. Le collègue Edo vient de dire tout à l'heure que les gens ont perdu leur emploi ou bien leurs revenus ont diminué. Prenons nos chers sœurs qui travaillent dans le secteur informel. Nous savons tous que la majorité des femmes se retrouvent dans le secteur informel. C'est vrai que je n'ai pas de statistiques précises à donner ici, mais il y a ces statistiques existent et montrent que les femmes sont majoritaires dans le secteur informel. Et nous avons vu à travers les documents, les littératures relatives à la pandémie que c'est ce secteur qui a été le plus affecté et que les femmes ont été beaucoup victimes. Je m'explique. Premièrement, il y a certaines qui sont dans la restauration, dans la vente de denrées alimentaires, vente ambulante ou sur place. Et avec les mesures restrictives, elles se sont retrouvées à la maison. Prenons les bars, restaurants qui étaient fermés, les hôtels. Et il y a des contrats qui ont été résiliés. Et celles qui sont commerçantes à leur propre compte aussi ont subi les affres de la pandémie. Oui, ces difficultés, en ce sens que pour aller à l'intérieur acheter les produits, les marchandises, il y a eu des bouclages et elles n'ont pas eu accès à aller se ravitailler, à aller chercher leurs marchandises pour venir les commercialiser à Lomé. Soit elles ont développé d'autres méthodologies, mais qui n'ont pas été vraiment avantageuses pour elles. Elles donnaient les sous aux chauffeurs pour qu'ils puissent acheter les produits à l'intérieur dans les milieux ruraux chez leurs livreurs, producteurs, mais ça n'a pas été du tout facile et elles ont vu leur chiffre d'affaires réduit complètement. Il y a également certaines qui vivent au jour le jour, mais avec les mesures restrictives, elles aussi, elles se sont retrouvées sans emploi. Et dans les familles, les violences ont augmenté parce que les hommes aussi sont restés à la maison. Et ils n'étaient pas habitués à ces situations. Et donc, leurs femmes à côté aussi, dont les activités ne marchaient pas, les enfants ne mangeaient pas comme avant. Et il y a l'énervement des hommes
ils déversaient leur colère sur les femmes et les femmes encaissaient tout ça. Donc, je peux dire, pour le moment, que voilà quelques aspects qui montrent que les violences basées sur le genre ont été accentuées durant la crise de la COVID-19. Voilà. Alors, Madame Massan, quelle corrélation vous établissiez entre pandémie liée à la COVID-19 et puis les violences basées sur le genre? Vous allez utiliser votre micro. Bon, merci pour la question. Comme vient de le dire le docteur, la pandémie a accentué vraiment la violence. Parce que, bon, elle a tout expliqué. Les familles maintenant se trouvent, bon, sans emploi, par exemple. Donc là, le monsieur, bon, je peux donner un exemple pour regrouper la question. Oui, une famille dont le monsieur travaille, il se débrouille, apporte à la maison et la femme et les enfants pour que la femme et les enfants puissent manger à leur faim. Mais à l'arrivée de Covid où les mesures restrictives ont été prises, l'homme se retrouve maintenant sans emploi. Donc, ce qui fait qu'arrivé à la maison à un certain moment, il se fâche, soit, moindre chose, il commence à tabasser la dame. Puisque avant il travaillait, il ramenait quelque chose à la maison. Mais maintenant, où il se voit, bon, sans emploi. Si, vraiment, il a autre mentalité. Le stress monte et ça, puis... C'est ça. Et il déverse tout sur sa famille. Alors, Monsieur Doh, en écoutant vos deux collègues, on a l'impression que pour vous, la violence se passe simplement peut-être dans la maison. Est-ce que ça ne se déplace pas parfois sur les lieux professionnels, cette violence? Bien sûr, ça se déplace. Bien sûr, ça se déplace. Si vous êtes psychologiquement atteint, puisque j'ai parlé des violences psychologiques, des violences émotionnelles et physiques, mais lorsque vous encaissez cela et vous n'avez personne à qui vous pouvez exprimer cela, vous encaissez ça, vous extériorisez cela dans vos actes et faits. Et quand vous allez au boulot, moins de choses, ça va agir sur votre compétence professionnelle. Vous n'allez plus produire comme vous produisiez avant. Vous n'allez plus, ça c'est certain, vous n'allez pas produire. Et maintenant aussi, la relation interpersonnelle, la relation que vous avez avec vos collègues, il va y avoir des cas de différence entre vous et votre collègue. Vos collègues vont commencer par se poser, mais vous avez quoi? Quel est votre souci? Il n'y a plus d'humeur. Tout est tendu. Tout est vraiment... la mine change. Moins de choses, vous haussez le ton. Moins de choses, si vous ne savez pas, vous irez jusqu'à lever la main sur vos collègues si vous ne savez pas faire. Donc ça a des impacts à tous les niveaux. Alors, on peut dire que nous sommes des personnes susceptibles de porter violence partout. Donc, docteur, on sait que les statistiques disent que 2 femmes sur 3 sont violentées. Et tout de suite, on a eu tendance à croire que c'est les femmes seulement qui subissent cette violence basée sur le genre. Est-ce que nous, les hommes, nous ne subissons pas ces violences, docteur? Ah, quelle question. Merci. Je voudrais dire ceci. Les femmes subissent des violences. Nous parlons actuellement de violences basées sur le genre. Nous parlons de violences de façon générale. Nous parlons de violences conjugales. Les violences conjugales sont celles que l'on observe entre les membres du foyer. Et la femme peut exercer de la violence sur l'homme. L'homme peut également exercer de la violence sur la femme. Mais, pour répondre à votre question, les hommes ne parlent jamais de violence exercée sur eux. Même quand vous voyez une femme battre son mari, l'homme va dire que c'est lui qui l'a frappé, c'est pas la femme. Donc les hommes ne parlent pas de ce qu'ils subissent, ne parlent pas des cas de violence qui sont exercés sur eux ou à leur endroit. Et donc, je ne sais pas comment
capitaliser la chose pour dire que voilà, les hommes subissent telle forme de violence, telle forme et autres. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est une analyse objective et personnelle que je viens de faire. Donc, les femmes disent tout ce qu'elles subissent. C'est pourquoi il y a assez de documents sur les violences faites aux femmes. Et aux enfants. Et aux enfants, bien sûr, puisque les enfants aussi le disent, même si eux-mêmes, ils ne peuvent pas le dire. La femme, quand elle voit ça, elle dit que voilà, il y a eu telle chose à l'endroit de tel enfant. Mais dès que les hommes vont commencer par parler des violences exercées sur eux, nous aurons de plus amples explications à vous donner à ce sujet. Merci. Alors, Edo, vous voulez rebondir sur cette question? Oui, je voudrais aller dans le même sens que le docteur. Hier, c'était seulement hier que je suivais une émission où on donnait la parole aux hommes d'exprimer les violences qu'ils subissent à la maison. Et franchement, ça a été un peu rigolo d'entendre les hommes dire en réalité ce qu'ils vivent dans leur foyer ou dans leur communauté. Il y a eu 2 cas où le monsieur, quand il témoignait, malheureusement pour lui, la femme était rentrée et il a changé d'avis. Il a surpris et donc le monsieur était obligé de mentir qu'il appelait de toute façon, mais la femme a su, avec son autorité, la femme a su. Donc effectivement, d'habitude, c'est la socialisation aussi. Les hommes n'arrivent pas à exprimer, sinon ça existe. Exprimer ces violences, les violences qu'on subit pour un homme, c'est faire preuve de faiblesse. C'est ce que vous, les hommes, vous pensez? Parce que vous en êtes. Hein. Je dis que c'est une socialisation. C'est une norme. L'homme ne conçoit pas qu'on dise que sa femme l'a frappé. L'homme ne conçoit pas ça. C'est un aveu de faiblesse, comme vous l'avez dit. Donc, il n'est pas courageux de dire qu'attention, ma femme est en train de me violenter. Même dans pas seulement la violence physique, mais la violence économique. Il y a plusieurs types de violences psychologiques que les hommes subissent dans le foyer. Il arrive quand même que vous allez voir un homme à l'hôpital, mais il n'a personne. Ni sa femme, ni personne autour de lui quand même. Voilà, vous êtes bien sûr sur Radio Djena, www.radio.djena.tg, dans votre émission L'heure du droit. Et nous parlons des violences basées sur le genre, surtout en période de crise sanitaire. Et donc, nous revenons sur cela pour demander... Alors, Madame Massin, vous êtes la première à dire qu'avec la crise sanitaire, ou bien en période de crise, les violences augmentent. Quand ça augmente, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'APGF pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire diminuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ces violences? Merci. Au sein de l'AGPEF, Association globale pour la protection de l'enfant et de la femme. AGPEF. C'est ça. Oui, voilà. Bon, nous, on est tout le temps sur le terrain à travers des sensibilisations que nous organisons à l'endroit de la population d'une localité donnée, en leur parlant de la violence, toute forme de violence, ainsi que les conséquences que ces violences ont sur cette population. Donc, nous organisons des sensibilisations à l'endroit de ces populations. Nous avons un groupe cible, les jeunes filles et les leaders communautaires. Puisque les leaders communautaires, eux, ils sont aussi sur le terrain, mais nous passons par eux pour diminuer, pour diminuer un peu ces violences dans les localités. Monsieur Edo, quand j'ai cherché un peu à voir les activités que vous menez au niveau de la GPEF, j'ai pu comprendre que vous étiez sur le terrain il n'y a pas si longtemps à l'intérieur du pays. Quand même, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Vous êtes pratiquant du terrain, la violence sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, sur le terrain, en menant nos actions, nous avons constaté comme violence qu'il y a de l'inceste au sein des familles. Nous avons évoqué le cas des couples qui subissent des violences émotionnelles, psychologiques et physiques. Mais à côté de ça, Madame Edé a parlé des jeunes filles.
lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons écouté ces jeunes filles, nous avons organisé des sessions d'écoute et de formation à l'attention de ce groupe cible. Et au cours de ces activités, nous avons pu déterminer que ces jeunes filles ont subi dans leur propre famille de l'inceste. Et ça a beaucoup accru durant cette période de crise où il y a eu, on dit qu'il n'y a pas eu de confinement au Togo, mais les restrictions des activités ont fait que tout le monde était à la maison, mais pas seulement pendant. Confiné. Oui, pas seulement pendant la crise, mais c'est aussi avant, pendant et après. Parce que lorsqu'on continue de mener des activités, on nous amène des cas qu'il y a telle chose qui s'est produite ici, il y a eu de l'inceste, il y a des viols. À côté de l'inceste, il y a des viols, il y a des filles qui ont été violées. Dans les couples, il y a des femmes qui ont été violées par leur conjoint parce que l'acte sexuel n'a pas été consensuel. Donc, elles ont été violées et ça a posé des traumatismes. Il y a des femmes aussi auxquelles les familles ont arraché leurs enfants. Ils ont arraché leurs enfants parce que le couple traversait des moments de difficulté et qu'il faut se séparer, séparation de corps, où ça aboutit à la séparation de l'enfant auprès de la mère. On a aussi constaté, là on l'a évoqué, qu'il y a plein de jeunes filles qui subissent comment je vais dire, c'est un genre de chantage. Chantage au sein des ateliers de formation. De la part soit de leur patron ou soit des responsables syndicaux pour pouvoir poser l'acte sexuel, aller sexuellement avec eux. Donc, le moyen que ces derniers puissent utiliser, c'est de chanter ces enfants, ces jeunes filles. Donc, si vous voulez réussir votre examen, il faut passer chez moi. C'est des cas qu'on a rencontrés. C'est vraiment dommage. Ça fait froid dans le dos quand même, docteur Darlene Irène. Ah oui, c'est ça la situation. Je dirais que au cours de cette année, à partir d'avril, nous sommes sur le terrain chaque mois. Même le mois passé, en début de mois, nous étions encore sur le terrain. Vous avez demandé ce que l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme fait concrètement en cette période de crise sanitaire, lorsque nous avons constaté que les violences basées sur le genre ont augmenté. Nous avons eu à élaborer un projet de documentation et d'assistance de survivantes de violences basées sur le genre. Et ce projet nous a permis d'élaborer un guide avec l'aide d'une consultante. Et donc, nous sommes allés sur le terrain, rencontrer les jeunes filles, nos cibles, discuter avec elles, c'est-à-dire nous leur avons apporté des informations, puisqu'il y a des cas où les personnes qui subissent les violences ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'être violentées, ou bien ce sont des violences qui sont exercées à leur endroit, puisqu'elles ne maîtrisent pas en tant que telles les droits humains, je veux dire leurs droits. Pour elles, la violence est physique beaucoup plus. Oui, mais il y a d'autres formes où elles ne voient pas que ce sont des violences qu'elles subissent. Alors, nous sommes allés sur le terrain, nous leur avons apporté l'information, nous avons effectué des formations à l'endroit de ces jeunes filles-là sur les droits humains, les types de violences basées sur le genre et comment prévenir ces violences basées sur le genre. Et à part ces jeunes filles, nous avons eu à rencontrer des leaders communautaires. Justement. Et nous avons fait des plaidoyers à l'endroit de ces leaders communautaires pour qu'ils puissent accentuer la gestion de ces cas de VBG-là, pour qu'ils puissent gérer efficacement ces cas.
Donc, actuellement, nous sommes ici chez vous grâce à l'Urgent Action Fund, UAF, qui nous a appuyé financièrement pour la réalisation d'un projet dénommé Mobilisation communautaire pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et là, nous avons réédité le guide là que nous avons eu à réaliser dans le cadre du projet précédent. Nous avons réédité le guide et nous sommes retournés vers les leaders communautaires, mais cette fois-ci, le groupe est élargi aux hommes de médias, aux enseignants, aux leaders religieux, aux organisations de la société civile, pour échanger sur la question des violences basées sur le genre et trouver des moyens pour lutter efficacement contre ces VBG. Et donc, nous sommes ici chez vous pour parler de ces violences basées sur le genre, comment la crise a accentué ces violences, ce que nous faisons pour contribuer à la réduction de ces violences. Et donc, nous avons, sur la base des éléments recueillis sur le terrain, nous allons améliorer notre intervention sur le terrain. Nous allons continuer, nous n'allons pas baisser les bras à l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme. Nous allons élaborer de nouvelles méthodologies pour lutter contre les violences basées sur le genre. Pour plus de précision, le guide contient des détails sur l'accompagnement des victimes, des informations sur les types de violences et des éléments pour accompagner les leaders communautaires dans la gestion de ces cas. Alors, est-ce que vous avez une cartographie du Togo indiquant plus ou moins les lieux où ces violences sont beaucoup plus exercées? Parce que je ne sais pas si c'est en fonction de cela, vous avez choisi d'aller peut-être dans la région centrale, ça va, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une cartographie du Togo présentant ces violences? À ma connaissance, il n'y a pas encore une cartographie, mais il y a des rapports des organisations de la société civile qui sont sur le terrain dans des localités et qui parlent de ces violences dans les localités concernées. Mais nous, à la GPF, nous nous sommes basés sur des rapports de certaines organisations de la société civile et même des personnes ressources dans des localités. Ces personnes ressources sont dans des organisations de la société civile, dans les localités où nous exerçons. Et ce sont ces personnes qui nous ont fourni des informations sur l'existence des violences basées sur le genre, comment ça s'est accru durant la pandémie. Et nous avons décidé d'aller sur le terrain pour constater les faits et voir ce que nous pouvons faire concrètement. Alors, Madame Massan, aujourd'hui, si une femme qui nous écoute, peut-être à Bou ou à Lassa, dans la région de la Kara, est victime de violences basées sur le genre. Je prends une femme parce qu'on a dit qu'elles sont beaucoup plus victimes, c'est elle qui s'exprime mieux. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Bon, merci. Si nous prenons une femme victime de violences basées sur le genre, qui a subi une forme de violence, tout d'abord, elle doit dénoncer. C'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Elle doit dénoncer. Elle peut aller vers une association de lutte contre les violences et en parler pour que cette association puisse suivre le processus. Ou soit elle peut aborder, elle peut aller au commissariat, dénoncer, dire que c'est difficile dans notre communauté qu'une femme aille dénoncer son mari à la police. C'est difficile, mais on doit le faire pour que la loi punisse ces auteurs-là, pour que nous puissions avoir une réduction de ces violences. On doit le faire, on doit avoir le courage de dénoncer, la dénonciation. Sinon, vraiment, ça serait compliqué. Alors, monsieur, je reviens à vous. Edo,
dites-moi aujourd'hui, quel est le mécanisme de protection des femmes contre la violence? Est-ce qu'elle parle de saisir une association, saisir le commissariat? Est-ce qu'au Togo, il existe des dispositions légales qui permettent aujourd'hui d'aller et d'assurer la protection d'une femme ou d'une personne violentée? Bien sûr, il y a des dispositions juridiques qui protègent les femmes contre toute forme de violence à son égard. Le Togo a souscrit à plusieurs mécanismes, que ce soit régional ou international. Donc, ces mécanismes, les organisations de la société civile, le gouvernement et tous les acteurs impliqués dans cette lutte essaient de communiquer chaque fois sur ces mécanismes pour qu'on puisse se l'approprier. La problématique est que on ne maîtrise pas souvent. Docteurs tels que ma collègue l'ont dit, on ne connaît pas ces mécanismes, c'est pourquoi on n'arrive pas à les utiliser. Donc, il y en a plusieurs mécanismes que le Togo, même la Constitution, notre Constitution, il y a des dispositions dans notre Constitution qui protègent la femme et les enfants. Nous avons le code de l'enfant. Le code togolais des personnes de la famille, le code de l'enfant. Il y a plusieurs mécanismes qui protègent l'enfant et maintenant il va falloir qu'on puisse les domestiquer, les approprier pour pouvoir vraiment lutter contre ce phénomène-là. Moi, notre priorité est que ça diminue. Oui. Ça diminue. Mais nous devons aussi être d'accord qu'on risque que ça ne finit pas. Parce que c'est dans l'humain de la personne. Mais le fait qu'on continue pas à travailler sur ça, maîtriser les mécanismes, avoir le courage de parler que j'ai été violenté, c'est déjà un pas. Et que les acteurs qui ont commis ces actes-là puissent être rendus coupables de ces actes-là et sanctionnés, c'est aussi un pas et ça va continuer par diminuer et décourager les gens. Alors, docteur Diarné, que faire pour diminuer cela? On a parlé des dispositions légales et tout, mais au-delà de la sensibilisation et peut-être de ces dispositions légales, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres moyens pour pouvoir faire baisser? Parce que, monsieur Edo est clair, ça ne va pas finir. Que faire pour réellement diminuer de manière drastique, ces violences faites sur le genre? Ok, avant de continuer, je voudrais dire à M. Edo que ça peut finir. Si nous le voulons, dans les familles, il faut commencer dans les familles, l'éducation des enfants. M. Edo même avait touché l'inceste. L'inceste fait partie des violences basées sur le genre, puisque quand nous parlons de violence en général, les types, mes collègues avaient parlé de physique, psychologique, morale et sexuelle. L'inceste se retrouve parmi les violences sexuelles. À ce niveau, il y a le viol, le harcèlement et l'inceste. L'inceste commence dans les familles. Mais il faut que déjà, dans les familles, on éduque les enfants à ne pas aller à l'inceste. Il faut qu'on accorde les mêmes respects. Si je parle de respect, je veux parler de droit aux garçons et aux filles. Il ne faut pas que les garçons pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec les filles dans les familles. Alors, vous demandez ce qu'on peut faire. Ça, c'est une partie. L'éducation à la maison, c'est important. Maintenant, il faut apprendre les valeurs humaines aux enfants. Les valeurs humaines, l'importance des valeurs humaines. Et au sein des valeurs humaines, il y a la culture de dénonciation que nous n'avons pas. Ou bien que nous ne voulons pas exploiter. Nous occultons très souvent l'aspect là. Et ça là, je dis, si nous n'avons pas la culture de dénonciation, c'est en ce moment que M. Edo aura raison. Oui, parce qu'il dit que ça ne va pas finir. Quand vous ne dénoncez pas, comment est-ce que ça va finir? Est-ce que déjà il n'a pas raison? Parce que quand on regarde même en Europe où le système de dénonciation est très élevé, ça continue malgré tout. Et que dire de chez nous où même la communauté ne conçoit pas qu'une femme dénonce son mari? J'en viens. En Europe, ça continue. Mais il y a la culture de dénonciation. Oui. Il y a... Là-bas, ils sont un peu en avance sur nous. Mais il faut que nous aussi, nous arrivions à ce stade de dénonciation. Et la lutte va continuer. Pourquoi ça continue? Là-bas comme chez nous. Il y a d'autres acteurs qui ne jouent pas
pleinement leur rôle. Pleinement leur rôle. Je ne dis pas qu'ils ne jouent pas leur rôle. Ils font des efforts, mais il faut qu'ils fassent plus d'efforts. Les acteurs de la santé, par exemple. Des fois, quand les victimes s'orientent vers ces acteurs, il y a certains qui refusent d'établir le rapport. Parce que dans la société, les gens vont les critiquer, les gens vont penser qu'ils ont fait un rapport contre l'auteur de la violence pour qu'on vienne prendre l'auteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le corps armé qui doit aider dans ce sens. La police? Oui, la gendarmerie? Oui, à prendre l'auteur. Mais des fois, il n'y a pas... je ne dis pas qu'ils ne jouent pas leur rôle. Il y a dans des milieux ruraux, les cas là que nous rencontrons qui dérangent. C'est-à-dire quand on va vers eux, ils n'agissent pas avec spontanéité. Ils agissent peut-être tardivement et ça donne la chance à l'auteur de fuir. Donc nous les appelons à nous aider dans nos actions. Un appel au ministre de la Sécurité alors? Ah bien sûr. Et nous souhaitons vivement qu'ils nous reçoivent et échanger avec nous pour voir comment est-ce que nous puissions travailler ensemble. D'accord. Nous avons besoin incessamment de leur appui. Voilà. Monsieur Edo, je reviens sur vous. Vous avez fait une tournée, disons, nationale. Est-ce qu'à la fin de cette tournée, vous êtes satisfait de vos activités que vous avez menées? Est-ce que vous êtes, quelle quintessence vous avez de cela? Oui, très bien sûr, nous sommes satisfaits des actions que nous avons menées. Tout d'abord, ces actions que nous avons menées ont permis que chaque acteur, chaque groupe puisse disposer de ce guide-là. Ça déjà, c'est un pas. C'est un véritable pas. Oui, c'est un véritable pas. Et dans ce guide-là, il y a les procédures d'accompagnement, les structures auprès desquelles ces groupes cibles peuvent se tourner quand elles ont été victimes. Ou quand elles seront victimes d'ailleurs. De ces genres de violences, ou si elles ont été au courant de ces cas dans une autre famille ou autre là. Donc, il y a des procédures qu'elles doivent entreprendre pour pouvoir dénoncer. Donc, elles ont déjà ce guide, c'est un pas. Elles ont été également, c'est comme si le docteur voudrait ajouter quelque chose. Oui. Allez-y, elle prendra la suite de vous. Elle viendra à la suite. D'accord. Et également, elles ont été renforcées, leurs capacités ont été renforcées. Elles ont maintenant une connaissance approfondie de ce qu'on appelle les violences. Au départ, beaucoup d'entre elles ne savaient pas que telle, c'était aussi une violation de leurs droits. Oui, elles ont été informées de cela et maîtrisent cela. Les leaders communautaires aussi ont mis leurs mains dans la pâte, dans l'action. Ils sont informés, ils disposent aussi de cet outil pour pouvoir continuer la sensibilisation, mener les actions au sein de leur communauté pour que quand ces genres de situations se présentent, ils puissent aussi agir, accompagner. Et là aussi, il y a un aspect sur lequel je voudrais rebondir, c'est le fait que d'habitude, quand ces genres de situations se posent et que les victimes ont le courage de pouvoir dénoncer, il y a une forme de négociation à l'amiable. Donc, on a insisté au cours de nos actions sur le terrain que cela puisse cesser. Vous êtes auteur d'une violence, il faut qu'on vous punisse. Oui. À la manière dont vous avez eu le courage de poser l'acte, il faudrait que vous ayez aussi ce courage de subir les sanctions. Ça, c'est clair. Je suis très strict là-dessus. Oui. Vous ne badinez pas. Non. Alors, docteur Diarlin, vous vouliez venir à la suite de Edo. Oui, je crois qu'il vient de le dire. Il y a un aspect là. Vous avez demandé à savoir si nous sommes satisfaits après nos tournées. Oui. Vraiment, je dirais que nous sommes
satisfaits parce que les acteurs rencontrés ont pris conscience de la chose et ils ont pris des résolutions. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que quand les gens dénoncent les auteurs de violence, ces auteurs ne sont pas punis comme mon collègue Edo vient de le soulever. Mais au même moment, il y a les victimes même qui vont se plaindre pour qu'on puisse laisser en paix ces auteurs. Et là, il y a un travail à faire. Mais nous, pour le moment, à la GPF, nous insistons pour que les auteurs de violence soient punis. Et à part ça, il faut la réparation et la demande de pardon. J'insiste là-dessus puisque nous voulons réduire les violences basées sur le genre. C'est ce que la GPF a décidé de faire. Et notre contribution, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer par travailler de façon vive, très très vive, pour que cela puisse diminuer dans les communautés. Et il faut que les victimes aussi prennent conscience. Quand vous allez insister qu'on laisse l'auteur en paix, l'auteur là qu'on laisse juste parce que la communauté va juger la victime de mauvaise personne, la communauté va dire tel, donc la personne me fait du mal à un degré élevé où il faut réparer. Je dis non, ne réparons pas. Du coup, la victime ne va pas bénéficier de l'assistance nécessaire. Je veux l'assistance médicale et sociale. Psychologique. Oui, et la victime préfère garder ça pour elle seule parce que peut-être son père ou sa mère lui ont demandé de se taire, de ne rien dire parce que c'est honteux, les gens vont apprendre ça. Et ils préfèrent soigner à la maison et ça devient autre chose. Et les gens perdent leur vie comme ça. Ils deviennent très très haineux, souvent ces personnes. Alors, AGPEF, Alliance Globale pour la protection de l'enfant et de la femme, Madame Eïté, dites-nous comment vous contactez si jamais on est victime de violence. Votre micro, s'il vous plaît. Merci. Pour vous contacter, contacter l'Alliance avons... globale pour la protection de l'enfant et de la femme, c'est vrai, vous êtes basé à Lomé. Si on se retrouve à l'intérieur du pays, si on est victime de violences ou que ce soit, quelles sont les mesures, comment vous contacter? Un numéro de téléphone, une adresse mail, une page Facebook, ou bien voilà, quelque chose sur les réseaux sociaux qui vous permettent véritablement de pouvoir intervenir ou bien d'être contacté lorsque on est quand même en face d'une violence basée sur le genre. Merci, Monsieur Eli. Pour nous contacter sur notre page, notre mail, oui. AGPEF Togo collé. Le tout collé? Oui, @gmail.com. AGPEF Togo, le tout collé en minuscule, @gmail.com. Voilà. Voilà, vous pouvez envoyer des mails ou alors vous pouvez simplement contacter Radio Djena par WhatsApp également sur le plus 228 90 13 89 94 ou le plus 228 90 14 50 94. Nous allons nous faire un réel plaisir de vous mettre en contact avec l'AGPEF parce que notre credo également à Radio Djena, c'est la défense des droits de l'enfant et puis de la femme. Madame Irène, ou bien docteur Irène Diarlin, je vais vous laisser placer votre mot de la fin au nom des autres, c'est-à-dire au nom de l'AGPEF. Ok, merci. Nous invitons la communauté tout entière, la communauté togolaise, surtout les femmes, à connaître leurs droits et à dénoncer les auteurs de violences à leur endroit pour nous aider à contribuer à la réduction des violences basées sur le genre. Les acteurs, les autres acteurs, comme je venais de le dire, entre-temps, les acteurs de la santé et le ministère de la protection sociale, les enseignants, les hommes de médias sont également invités à contribuer à la réduction des violences basées sur le genre au Togo. Merci à vous, Dr Diarlin, d'avoir participé à cette émission avec nous. C'est un plaisir. Madame Haïti Aidé, merci à vous également.
Merci à vous, Monsieur Eli. Le plaisir est partagé. Et Monsieur Edo, merci pour votre passage dans cette émission. Merci. Alors, l'heure du droit de ce jour s'achève. Ainsi, nous avons évoqué la violence basée sur le genre, surtout en cette période de crise sanitaire. Retenez simplement que la violence basée sur le genre n'est pas qu'une violence exercée sur un homme ou sur une femme, mais aussi sur les personnes handicapées, sur les enfants. Elle peut être psychologique, physique, sexuelle ou économique. Ayons la culture de la dénonciation, retrouvons les associations, pointons-nous au commissariat pour dénoncer ces violences afin de pouvoir optimiser nos droits de réparation, afin de faire diminuer de cela drastiquement dans nos sociétés. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, sur le www.radio.jena.tg pour aborder une autre question liée aux droits dans la société. Je suis Eli Adipo.